Je pense que fondamentalement, les médias sont les coproducteurs du storytelling. Il n'y a pas des communicants qu'il faudrait montrer du doigt et qui seraient derrière tout ça. Il y a des communicants, certes, mais les médias sont, à mon avis, les principaux producteurs du storytelling. C'est le slogan de l'agence de conseil Brand Avocat. Les histoires ont le pouvoir de constituer une réalité. Une fois élu, la capacité du nouveau président à raconter la bonne histoire et à en changer chaque fois que c'est nécessaire est une qualité déterminante, peut-on lire dans Storytelling, l'ouvrage de Christian Salmon, publié à la découverte. Il écrit: Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal ont substitué au débat public la captation des émotions et des désirs. C'est page 210 du livre. Il est avec nous pour en parler. Christian Salmon, chercheur au CNRS, fondateur du Parlement international des écrivains, co-auteur de Storytelling, cette machine à fabriquer des histoires et à formater des esprits, publié à la découverte. Avec nous aussi Denis Muset, directeur de l'Observatoire du débat public et de l'Institut Médiascopie, qui va publier en janvier le Téléprésident. On sera tout à l'heure en ligne avec Thierry Sausset. Ce sera l'occasion de dire un peu ce que vous entendez par Téléprésident. C'est donc publié par l'Aube et c'est coécrit avec François Jost, et Jean-Louis Missika est avec nous. Il est sociologue des médias et il a publié il y a quelques mois Parler pour gagner aux presses de Sciences Po. Alors, aller voir les gens en disant: regardez comme nous sommes attentifs aux droits de l'homme. Vous pouvez pas faire Guantanamo et dire nous sommes les représentants du monde libre. Donc si vous voulez, on trouve là. C'est pourtant ce qui se passe. On trouve là les limites d'ailleurs du storytelling et que l'on retrouve également en France aujourd'hui avec ce qui arrive à Nicolas Sarkozy. Je laisse de côté l'affaire du Tchad, mais je m'intéresse plutôt au conflit social qui est en train de se nouer aujourd'hui dans un pays comme la France. Bon, je veux dire, les dures réalités, si j'ose dire, tout homme politique finit par les rencontrer. Et regardez ce qui s'est passé avec l'Irak. Ce n'est pas parce que vous mettez sur un porte-avions Mission Accomplished, mission accomplie. Alors, je rappelle que vous faites référence au 1er mai 2003, effectivement, où Scott Forza, ancien producteur de télé, va filmer George Bush sur le porte-avions Abraham Lincoln à la Top Gun. Il y a marqué mission accomplie et l'angle est pris de manière à ce qu'on ne voit pas les côtes de San Diego parce qu'il est censé être sur un porte-avions en théâtre d'opération extérieure. Oui, absolument, mais peu importe. Mais c'est pour qu'on replace bien le... Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que cela ne change rien au fait de l'enlisement de l'armée américaine en Irak. Nous sommes en 2007, c'est-à-dire pratiquement 4 ans après cette affaire de mission accomplie en 2003. Et l'opinion publique américaine, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a légèrement évolué sur le sujet. Donc je voudrais juste encore dire un mot, si vous me le permettez, à propos de la citation que vous avez faite tout à l'heure sur l'émotion versus la raison dans les campagnes électorales. Alors là, je me distingue complètement de cette vision des choses. Il n'y a pas de campagne électorale sans mobilisation des émotions. Ça n'existe pas, et particulièrement de campagne présidentielle. Et je dirais même, il n'y a pas d'élection démocratique sans mobilisation des passions politiques de la part des électeurs. C'est-à-dire cette croyance qu'il y a en quelque sorte d'un côté un monde idyllique de l'argumentation rationnelle et de l'autre un monde moins fréquentable en quelque sorte de la passion politique. Cette croyance me paraît être une passion parmi d'autres. Alors Christian Salmon, vous voulez réagir à ce que vient de dire peut-être Jean-Louis Missika et juste après il y a beaucoup de choses dans ce que vient de dire Jean-Louis Missika, mais sur la question américaine, moi je voudrais simplement rappeler une chose, c'est que peut-être que ça ne marche pas, mais moi je pense que le storytelling est une gestion désespérée du temps et de gagner du temps. Un universitaire américain a parlé à propos de la politique de Karl Rove de stratégie de Scheherazade. C'est-à-dire, il dit, lorsque la politique vous condamne à mort, lorsque les faits vous condamnent à mort, vous racontez une histoire, et c'est bien comme ça que Bush a gagné sa deuxième élection. Autre exemple, vous avez quelques mois avant l'invasion de l'Irak une discussion assez vive entre un journaliste accrédité à la Maison Blanche et Karl Rove. Et Karl Rove est mécontent parce que ce journaliste a commis un article dans Esquire assez critique sur la politique américaine. Et donc lui dit, vous tous qui nous critiquez, vous appartenez à ce que nous appelons la communauté réalité, the reality-based community. Alors le journaliste répond, mais enfin l'empirisme, la philosophie des Lumières, la raison. Karl Rove lui coupe la parole en lui disant, mais vous n'y êtes pas. Les choses ne se passent plus du tout comme ça aujourd'hui. Nous sommes un empire et nous créons notre propre réalité. Et vous pouvez commenter, analyser judicieusement comme vous savez le faire, mais pendant que vous commentez, nous créons une autre réalité. Et les choses se passent comme ça. Alors, réaction de Denis Muset, allez-y. Oui, je crois qu'il y a deux absents dans la très belle histoire du storytelling que nous raconte Christian Salmon. Il y a d'abord effectivement les médias. Je pense que ce sont les premiers storytellers. C'est pas les communicants. Ils en vivent, il faut bien reconnaître qu'ils en vivent. Si on fait Rachida Dati à la une de tous les mags en ce moment, c'est parce que c'est ce qui fait vendre en ce moment. Et puis ça changera.
Il y aura une autre histoire. Ils ont besoin effectivement d'organiser l'information en un récit qui soit consommable, adapté aussi au temps de la consommation. Car le temps de la consommation de l'info, c'est considérablement réduit. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps d'argumenter dans le détail. Un mot suffit. Karcher, par exemple, voilà un mot qui est coproduit par Nicolas Sarkozy et par les médias qui le reprennent et le déclinent à l'infini. Derrière Karcher, il y a une histoire. C'est pas l'histoire d'un appareil de nettoyage industriel. C'est l'histoire d'une certaine vision de l'ordre tel qu'on devrait le rétablir, on doit le rétablir dans les banlieues selon Nicolas Sarkozy. Et donc on voit bien, par exemple, ce qui s'est passé hier dimanche avec l'histoire de Nicolas Sarkozy partant en avion, chercher absolument les journalistes et les infirmières. Voilà une nouvelle histoire. Mais les médias coproduisent. Prenez les enfants de Don Quichotte. C'est l'hiver 2006. Un formidable conte de Noël. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 parties prenantes. Il y a d'abord un comédien, Augustin Legrand, qui... Avec une légère ressemblance avec l'abbé Pierre. Absolument. Et qui vient camper, si j'ose dire, au bord du canal Saint-Martin, unité de lieu et de temps, puisque c'est Noël, un formidable conte de Noël qui se termine par 700 millions d'euros, si je ne me trompe pas, le 31 décembre, débloqué par Jacques Chirac comme happy end de cette formidable histoire. Et donc, les médias sont coproducteurs, mais aussi le public. S'il n'y a pas un consommateur de médias pour acheter l'histoire, ça ne fonctionne pas. Le média consommateur n'est pas quelqu'un qui gobe tout passivement. Et il faut voir qu'il a aussi cette capacité critique. Et on ne parle pas du consommateur, du téléspectateur, de l'auditeur, du lecteur dans le livre Storytelling. C'est dommage parce que je pense que le public n'est pas prêt à se laisser raconter n'importe quelle histoire. Dès lors qu'elle est bien troussée, il a du jugement, il est capable de résister, il est capable de décrypter dans une certaine mesure. Il peut se vautrer dans la manipulation tout aussi bien d'une seconde à l'autre. Mais il faut prendre en compte cette réappropriation par le public, car un récit est un bon récit s'il est diffusé, colporté, et on arrive là au livre de Christian Salmon, ce n'est plus la pertinence qui donne à la parole publique son efficacité, c'est son côté plausible, la capacité à séduire et à tromper. Et juste après, Christian Salmon fait référence au travailler plus pour gagner plus. Vous avez le sentiment que véritablement, on a voté pour des histoires au mois de mai? Non, je ne crois pas. C'est-à-dire, bon, ce qu'il y a de vrai, évidemment, dans la thèse de Christian Salmon, c'est que, bon, nous-mêmes, on vit avec ça depuis 30 ans. Je crois que Jean-Louis Missica le rappelait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a la communication impressionniste et il y a la communication rationnelle. La communication impressionniste, voilà, c'est des histoires, des émotions, des sentiments, des éléments de vécu qui peuvent partir d'ailleurs du plus profond de vous-même. Et la communication rationnelle, c'est une pédagogie, des faits, des chiffres. Et on sait très bien que dans les médias, et notamment à la télévision, ce qui frappe le plus les gens, ce qui retiennent, c'est la communication impressionniste et pas la communication rationnelle. Et puis on sait très bien que dans la société moderne et médiatique, dans l'instantanéité de l'information, le présentéisme de la société, il n'y a plus de frontières entre la décision et l'explication, la gestion et la communication. Ça n'a aucun sens de vouloir faire des choses formidables si vous n'êtes pas capable de convaincre les gens, de les entraîner dans une démocratie d'opinion comme la nôtre. Est-ce que ça veut dire pour autant que les élections présidentielles se sont jouées seulement sur la communication impressionniste? Bien sûr que non. Jamais on n'a autant parlé des enjeux. Jamais un candidat comme Nicolas Sarkozy n'a autant mis les dossiers sur table. Jamais les Français n'ont été plus lucides dans la façon dont ils sont mobilisés sur cette campagne. Et au fond, ça montre que le débat de fond n'a pas été éclipsé par le fait de raconter des histoires. Et ça nous ramène à ce que j'explique dans le livre dont vous parliez, qui a été publié au début de l'année d'ailleurs, avant la présidentielle. Qu'au fond, il y a une différence fondamentale entre la popularité et l'adhésion. Oui, la popularité, ça vient de l'image, des émotions, des sentiments, du fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, alors que l'adhésion d'un peuple lucide à un projet politique, ça peut même conduire à adhérer à des idées ou à des mesures qui ne sont pas très populaires, à un effort collectif, à la nécessité pour ce pays de se remettre en cause. Réaction de Jean-Louis Missica. Allez-y, Jean-Louis Missica. Ce qu'il y avait de vraiment étonnant dans les discours de Sarkozy, c'était ce mélange perpétuel entre une rhétorique qui se situait à un niveau complètement mythologique, cette espèce d'histoire de France rêvée qu'il nous a ressassé de discours en discours, oui, et tout cela mélangé avec des propositions très concrètes, très précises, donnait une mixture politique qui, je dois le dire, était
nouvelle. La nouvelle. Alors, Denis Muset, à votre avis? Oui, moi, mon avis, c'est que la politique est devenue extrêmement complexe et que les gens, ce n'est pas leur faire injure que de dire que les gens ont du mal à s'y retrouver. Parce que sur la plupart des grands dossiers économiques, sociaux, santé, environnement, avec la mondialisation, il y a une complexité de la société qui fait que les prises de décision sont compliquées, les enjeux, les dossiers, etc. Et donc, les gens ont besoin de comprendre, et pour comprendre, ils regardent les choses, je dirais, bien souvent par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire à travers, effectivement, des récits. Le people est une des évolutions qui caractérisent cela, et au fond, chaque candidat a raconté une histoire. Alors, on ne peut pas réduire la campagne à ça, mais quand même, fondamentalement, l'histoire de Nicolas Sarkozy, c'est « j'ai changé ». J'ai subi l'épreuve, j'ai touché le fond de la piscine, et parce que j'ai souffert, je me suis réhumanisé, et je suis capable de parler au nom des victimes. C'est ce qu'il a dit. Je ne dis pas que tout le monde y a cru, mais c'est une histoire, c'est une conversion à laquelle beaucoup de gens, j'en pense, ont été sensibles. Ségolène Royal a raconté l'histoire d'une femme libre. Je suis une femme libre. Elle a essayé de l'expliquer par rapport au PS. Le problème, c'est qu'elle ne l'était pas par rapport à François Hollande. Et la troisième histoire, c'est celle de François Bayrou, qui a raconté, au fond, je suis un authentique béarnais. Bon, et ces trois histoires ont été en concurrence. Je simplifie à l'extrême. Oui, le coup du tracteur était incroyable. Il est Voilà, monté dans les sondages avec le tracteur. Enfin, mais je pense que ce sont ces méga histoires qui ont été activées et qui permettaient d'accrocher un petit peu de sens à des personnages qui étaient lus en tant que personne, en tant que personnalité. Les gens vous disent, quand on les interroge, moi je lis les programmes, je veux lire les programmes pour me faire une idée. En réalité, je suis complètement d'accord avec Jean-Louis Missika, ils ne lisent pas les programmes, ils regardent les personnalités. Et la raison pour laquelle ils ne lisent pas les programmes, c'est tout simplement que les programmes ont de moins en moins d'importance. Il faut bien se rendre compte aussi que la politique ayant changé, les électeurs s'adaptent à ce changement politique et tiennent compte d'une réalité qui est que la crise peut venir de n'importe où, et donc il faut choisir des décideurs qui sont capables. Steve Denning, le pionnier du storytelling management, est aujourd'hui invité à animer des séminaires partout dans le monde. Parce qu'un récit qui permet de remobiliser les employés, ça vaut de l'or. C'est un gros business, le storytelling? En soi, non. C'est tout petit, mais en fait, le storytelling représente une part énorme de ce qui se passe dans les entreprises et dans le monde. En 1995, une étude réalisée par un économiste a montré que l'art de persuader représentait un quart de la production de richesse aux États-Unis, ce qui fait beaucoup d'argent. Et si le storytelling représente ne serait-ce que la moitié de ça, ça veut dire qu'à l'époque, le storytelling dans le business pesait déjà 1400 milliards de dollars. En France, le phénomène storytelling a été révélé au grand public par Christian Salmon, écrivain et sociologue, qui évoque la naissance d'un nouvel ordre narratif. Un monde où le pouvoir se renforce grâce à la fiction, à l'aide de récits, d'histoires. C'est ce que j'ai appelé la storytelling machine, c'est-à-dire cette fantastique nouvelle industrie avec ses agences de communication, avec ses instituts, avec ses festivals, avec toutes sortes d'agents et d'instances qui véhiculent ces techniques de narration à des fins de promotion, de séduction, mais aussi de propagande. 1er mai 2003, un mois et demi après la chute de Bagdad, George Bush atterrit façon Top Gun sur le porte-avions Abraham Lincoln qui rentre d'Irak. Dans les JT de l'époque, des millions d'Américains découvrent un président victorieux, rassurant et courageux, qui semble lui-même revenir du front. Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Opération Mission accomplie, un scénario monté de toutes pièces avec des moyens hollywoodiens. George Bush et ses conseillers voulaient présenter l'image d'un président aux commandes, affirmer que l'Amérique avait remporté une victoire majeure. Alors ils ont fabriqué cette image incroyable qui vraiment n'avait pas grand-chose à voir avec la réalité. Il s'agissait de créer une image de fiction de ce président atterrissant sur un porte-avions avec un avion de chasse, même s'il était tout proche de la côte.
Ils ont bien fait attention à ce que les caméras soient placées pour qu'on ne voit pas San Diego en arrière-plan. Il aurait pu venir en hélicoptère, mais non, il a pris un avion de chasse. Tout est parfaitement écrit et chorégraphié. L'image dont tout le monde se souvient, c'est cette grande bannière derrière le président avec écrit « Mission accomplie ». Bien sûr, avec le temps, cette bannière est revenue hanter le président, mais sur le moment, à court terme, c'était génial. Ça transmettait le message que l'administration voulait faire passer. 5 ans plus tard, après la victoire de Barack Obama, George Bush est à New York, à bord d'un autre porte-avions de l'US Navy, pour accorder une interview confession à CNN. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez durant votre mandat? Vous savez, être sur ce bateau me rappelle quand j'étais sur l'Abraham Lincoln, avec la bannière « Mission accomplie ». Je regrette que ce panneau ait été là. C'était destiné aux marins du porte-avions, mais ça a été perçu comme « Bush pense que la guerre est terminée », alors que je ne pensais pas cela du tout. Mais cela a envoyé le mauvais message, et je le regrette. La virée en avion de chasse, exemple de storytelling mal maîtrisé, à long terme sans doute, mais à l'époque, en 2004, le scénario du président guerrier a largement contribué à la réélection de George Bush. Mission accomplie.